par vous remercier tous qui participent à ce débat. J'ai suivi avec un grand intérêt les 3 parties de la conférence de l'abbé Fortunatus le dernier mois sur l'Église catholique dans le contentieux Hutu-Tutsi et principalement le rôle de Monseigneur Léon Paul Crasse. L'abbé Fortunatus est historien et il projette une lumière crue, sans passion aucune, sur les zones de pénombre entre les relations complexes et intéressées entre l'Église catholique au Rwanda, sous la ferrure de Monseigneur Crasse et le pouvoir féodal rwandais de l'époque. La conférence a été diffusée dans une émission de la Voix des Grands Lacs sur YouTube. J'en ai retenu 8 points que je voudrais soumettre à l'orateur pour qu'on en discute. Le premier point, je crois qu'il y avait une volonté de s'accaparer de la grande part du gâteau qui a poussé le prélat, donc devait dire Monseigneur Crasse, à des manœuvres dilatoires. En effet, soucié de damer le pion aux protestants et de gagner beaucoup plus de fidèles, Monseigneur Crasse a choisi, comme le coroa romain d'abord et la tutelle belge ensuite, une évangélisation indirecte dont l'élite au pouvoir devait servir de fer de lance. Dès lors, il fallait séduire cette élite et la mettre en confiance. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu dire, Abbé Fortunatus? En deuxième point, je constate la compromission par une alliance objective. Au fait, Monseigneur Crasse et la classe dirigeante avaient des objectifs partagés. En effet, la laïcité de l'évangélisation indirecte n'était possible que par le gain de la classe dirigeante à la cause de Monseigneur Crasse. Il fera tout pour lui accorder les facilités, parfois souvent la rigueur sacramentelle. Il aidera la classe dirigeante et le roi à asseoir son pouvoir sur toute l'étendue du territoire rwandais et il aidera à reprendre sous sa domination les territoires amputés comme le Gisaka. Le prélat y gagnera doublement. Il en obtiendra la confiance de ses partenaires, je les appelle partenaires parce que, comme je dis, il y avait une alliance objective entre les 2 parties et en même temps, sa zone d'influence restait intacte et s'agrandissait. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu dire, Abbé Fortunatus? On y reviendra. Le troisième point, c'est le mépris du petit peuple. L'évangélisation indirecte fera que l'évêque et son église mépriseront le petit peuple. Les ordres seront donnés de ne pas perdre le temps avec le menu frottin, priorité à la classe dirigeante et à sa descendance. Comme quoi la masse moutonnière suivra, ce qui a été d'ailleurs le cas par la suite. Le quatrième point que je constate dans votre conférence et que je trouve très intéressant, il faut dire quand même que tout ce que vous avez dit est très intéressant, mon père, c'est une constellation favorable à Monseigneur Crasse. Au fait, la victoire des Belges sur les Allemands lors de la Première Guerre mondiale se présentera comme dit peu béni. J'ai pris l'expression en faisant un petit rapprochement avec le langage de l'Église pour Monseigneur Crasse. En effet, le roi Musinga ayant combattu aux côtés des Allemands partagera leur défaite. Il subira le dictat des vainqueurs. Qui étaient, vous l'avez dit, Abbé Fortunatus, des amis de Monseigneur Crasse. Les proches du pouvoir le comprendront vite et s'empresseront de chercher à gagner les faveurs des prêtres et de l'évêque. Au fait, avec la victoire des Belges sur les Allemands,
à favoriser la stratégie de l'évêque. Le cinquième point, j'ai constaté, j'ai retenu que le roi Musinga, qui était récalcitrant à la conversion au christianisme, a été évincé du pouvoir, destitué par la tutelle belge, mais avec la complicité active de Monseigneur Cras. On peut dire ici que l'évêque était entré même dans le loi même du pouvoir, jusqu'à pouvoir aider ou favoriser la destitution des rois dans un pays. Le sixième point qui m'a frappé, c'est comment l'Église catholique a été un objet, je dirais, de lunettes de vision pour l'administration de tuteur. L'administration de tuteur voyait la situation socio-politique, économique du Rwanda à travers les lunettes de l'Église catholique. Ce qui a biaisé pas mal de choses. Ce qui ne rendait pas l'évêque et l'Église catholique n'était pas connu par l'administration belge, qui comptait sur l'Église pour pratiquement faire son travail. Vous avez aussi expliqué que la tuteur a confié à l'Église catholique tout ce qui était éducation et toutes les écoles destinées à former les jeunes du pays. Cette éducation, c'est le septième point que je souligne, était à double vitesse. L'Église catholique, en âme et conscience, a créé l'éducation à double vitesse. Premièrement, une éducation destinée aux enfants de l'élite Tutsi, une éducation plus performante et orientée vers les métiers nobles et l'administration, et une éducation à deuxième vitesse destinée aux fils des paysans Hutus, qui était une éducation médiocre et sans perspective. Le huitième point que j'ai retenu de votre conférence, mon père, c'est la carte d'identité avec une mention ethnique. J'ai vécu, et beaucoup avec moi, nous croyons que la carte d'identité avec une mention ethnique avait été l'œuvre machiavélique de la République des Hutus. Or, ce n'est pas le cas d'après ce que vous avez exposé. Il a été conçu et édité par la tutelle belge avec l'approbation de l'Église catholique et ceci dans le but de sauvegarder les privilèges des enfants de Tutsi et de leurs descendants. Il fallait un outil de distinction, on peut même dire de ségrégation, pour ne pas donner du pain des enfants aux chiens. Monseigneur Cras, d'après ce que j'ai compris, est allé jusqu'à s'opposer au mariage mixte entre les Tutsis et les Hutus. Voici les 8 points que j'ai retenus de votre conférence, mon père. J'aimerais savoir si j'aime bien capter le message que vous avez donné. Je vous remercie. Je remercie Charles Bakundakwita pour sa présentation introductive, hein, qui effectivement correspond en grande partie au contenu des 3 conférences données par l'abbé Fortunatus Ludakiemwa. Je vais laisser la parole à notre conférencier pour qu'il réponde aux questions de Charles. Après, on pourra passer à des questions plus précises, explicitées. Je rappelle que nous sommes aussi en présence de l'abbé Apollinaire Nhamavia, qui est aussi un spécialiste de la question, de l'histoire de l'évangélisation du Rwanda, et en particulier de l'action de Monseigneur Clas au Rwanda. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup approfondi cette phase, cet aspect historique. Le passage de Monseigneur Clas, c'est un passage qui a été fort remarqué dans l'évangélisation du Rwanda et même dans l'histoire générale de notre pays. Donc, je passe la parole à l'abbé Fortunatus pour qu'il précise à Charles si sa présentation correspond effectivement au contenu des 3 conférences.
À vous la parole, Abbé Fortunatus. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie, de me passer la parole. Merci au père Apollinaire ici présent. Merci aussi à monsieur Charles. J'ai vraiment apprécié le résumé que Charles a fait de ma conférence en 3 parties. C'est un résumé bien fait, complet. Il est bon quant à la forme et quant au contenu. Depuis le jour où j'ai donné la conférence, je n'ai cessé de lire et d'apprendre encore à propos de Monseigneur Classe, mais aussi à propos de l'histoire du Rwanda. Eh bien, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Si nous nous limitons à cet argument de Monseigneur Classe, il y a encore beaucoup à approfondir. Une autre chose nouvelle dont je me suis rendu compte en écoutant le résumé fait par M. Charles et en continuant à m'informer, c'est que l'action de Monseigneur Classe a eu des conséquences sur l'histoire du Rwanda en général, sur l'Église catholique du Rwanda en particulier, et surtout sur l'éducation jusqu'à aujourd'hui. L'action de Monseigneur Classe continue encore à porter des fruits, je dirais des fruits pourris jusqu'à aujourd'hui. C'est une bonne chose si les Rwandais s'en rendent compte. Alors, ils peuvent résoudre le problème. Mais que l'action de Monseigneur Classe porte des conséquences jusqu'aujourd'hui, je m'en suis rendu compte après avoir donné la conférence. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que le père Classe a fait ce qu'il a fait, mais ça a donné quelque chose de positif. Par quelle voie, par quel mystère, ce n'est pas par son mérite, mais la pastorale qu'elle a faite, l'éducation telle qu'elle est là orientée, malgré tout, il en est sorti quelque chose de positif. Et donc, il ne faudra pas que nous soyons pris corps et âme par le négatif seulement. Il faut remarquer le positif aussi, qui ne dépend pas de Monseigneur Classe, qui ne dépend pas mais du positif, il y en a. Et cela dit, nous pouvons échanger en partant du premier point du résumé de M. Charles, et ainsi de suite jusqu'au 8e point. Et puis, un point, un argument peut en susciter un autre sur lequel nous pouvons échanger. Merci beaucoup. Je vous remercie, Abbé Fortunatus. Je pourrais demander à l'abbé Apollinaire de donner son point de vue aussi. Il a suivi, comme nous tous, il a suivi la conférence de son collègue et ami, l'abbé Fortunatus. Il a suivi aussi les questions que Charles vient de poser, ou en tout cas la trame qu'il a présentée comme étant celle qu'il a, lui, donnée à cette conférence, aux 3 parties de la conférence. Abbé Apollinaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la présentation de Charles Bakunda Koita correspond réellement aux 3 parties de conférence données par l'abbé Fortunatus, d'après vous? Merci beaucoup. Je veux commencer d'abord par vous remercier de m'avoir invité dans cette émission, parce que j'ai suivi les 3 conférences de l'abbé Fortunatus, et puis à un certain moment, je me sentais interpellé parce que
lorsque je faisais mon doctorat en théologie, parce que je suis théologien, je ne suis pas vraiment historien, mais quand je faisais la théologie, mon doctorat sur l'évangélisation du Rwanda et puis la voie de la miséricorde, comment ça peut aider. Au fond, je voulais insister sur les documents de l'Église catholique du Rwanda des années 52 à 62. C'est ce qui m'intéressait. Donc, les documents de la hiérarchie de l'Église, qu'on appelle le magistère de l'Église du Rwanda, à partir de ces années-là. Mais chaque fois, quand je travaille sur ces documents, c'est comme si ça me renvoyait avant les années de Monseigneur Perrodet, de Monseigneur Bigirungami, ça me renvoie toujours aux années de Monseigneur Classe. Alors, j'ai été comme par obligé, par la curiosité, d'approfondir Monseigneur Classe. Au fond, je ne voulais pas approfondir, je voulais survoler. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à l'approfondir, c'est que parmi les directeurs de ma thèse, il y avait un père français du diocèse de Monseigneur Classe. Lorsqu'il a vu ce que j'avais écrit, lui, il voyait que c'est de négatif. Il a dit non, c'est pas vrai. Dans mon diocèse Classe, c'est un évêque saint qui est considéré comme cela. Il faudrait que tu prouves dans tes recherches que c'est vraiment ça. Alors, j'ai fait mes recherches à la bibliothèque des Pères Blancs à Rome, et puis après, je l'ai présenté, ça, il ne voulait pas accepter. Je suis allé en Belgique, à Telviren, pour continuer. Puis à la fin, j'ai approfondi, sans le vouloir, la personne de Classe. Et quand je lui ai présenté ce que j'avais choisi, j'ai dit, écoute, si vous avez d'autres biographies à me présenter, moi, je vais y approfondir, mais c'est ça ce que j'ai trouvé. Bon, là, je pense que la beauté de Monseigneur Classe, c'est que lui, il écrivait tout. Et ce qu'il écrivait, il est publié. Il a envoyé des lettres tracées supérieures. Alors, on a envoyé des lettres et puis des messages, et puis il a condensé cela dans un document, donc le document des lettres pastorales de Monseigneur Classe. Donc, quand vous le lisez, vous avez la chair de poule, mais il n'y a pas d'autres documents qui contredisent ce qu'il a écrit. Alors, c'est comme ça que je l'ai approfondi. Alors, en voyant les questions de notre frère Charles, je vois qu'il a bien résumé la conférence de l'abbé Fortunatus. Mais ce que je veux ajouter peut-être plus tard, c'est que lorsque j'approfondissais l'aspect théologique de Monseigneur Classe et pastoral, ça m'a poussé aussi parce que à ce moment-là, je faisais des cours de psychologie. Alors, ça m'a poussé aussi à étudier la personne de Classe du point de vue psychologique. Qu'est-ce qui l'a poussé à l'action? Alors, je voulais aussi donner un aspect parce que ce qu'on voit, c'est que Monseigneur Classe avait une sorte de complexe de Napoléon. Alors, le complexe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut s'identifier aux nobles, peut-être parce qu'il a été adopté par des nobles, mais qui n'est pas vraiment de sang noble. Alors, sur ce point, c'est parce que je le dis avant, c'est parce que l'abbé Fortunatus identifiait Classe à quelqu'un de la classe des nobles, même de la monarchie, descendant de roi de France. Alors, quand vous lisez la biographie de Classe, moi, je n'ai pas vu le nom de ses parents. Alors, simplement, quand il est entré au séminaire, on a écrit son titre qui était le curé de paroisse. Alors, ce qui veut dire que Classe a été élevé dans une famille noble, mais de façon adoptive. Alors, s'il a été adopté, il faudrait qu'il s'identifie toujours au noble, même plus loin. Il faudrait montrer que c'est peut-être lui, le dirigeant de la classe des nobles. Ça arrive toujours pour les enfants adoptés dans des familles aisées ou dans des familles riches. Ils oublient souvent leurs origines modestes et puis ils se font passer avec beaucoup plus de pompe comme des partisans ou des enfants de la famille des nobles. Alors, les nobles sont parfois scandalisés, ils disent, mais nous, on n'est pas jusqu'à ce point-là parce qu'ils n'ont rien à prouver. Alors que l'autre veut prouver qu'il est vraiment du sang noble. Moi, je pense que ça a influé aussi sur les décisions de Classe, parce que quand il est arrivé au Rwanda, il s'est identifié automatiquement aux nobles, à ceux qui dirigeaient le Rwanda. Et là, malheureusement, il a identifié les nobles rwandais avec tous les Batutsi, et c'était vraiment le premier de dérive de Monseigneur Classe.
il pouvait dire, OK, je m'identifie aux nobles, mais qui ont le pouvoir. Mais aller s'identifier à tous les Batutsi, c'était le comble ou mal commencer sa mission. C'est ça. Donc, j'aimerais poser peut-être une question un peu divergente, d'une façon divergente. Oui. Et si on se disait que Monseigneur Classe était obsédé par la réussite de l'Église catholique au Rwanda, et si on se disait qu'il a peut-être, dans sa réflexion stratégique, il s'est dit que la seule façon de réussir sa mission, de passer avant les autres églises, hein, les protestants, les musulmans, et qu'en sais-je encore, la seule façon de réussir, c'était de construire une alliance avec le pouvoir traditionnel. Vous savez, même les pays, les colonisateurs, les Anglais, ils avaient leur stratégie dans leur processus de colonisation des pays qu'ils ont occupés. Les Français en avaient une autre. Ils n'avaient pas la même stratégie, ils n'avaient pas la même politique sur place. L'intégration a été conçue différemment, selon les uns et selon les autres. Et ceux qui ont réussi, est-ce que c'est ceux qui prenaient l'intégration totale ou alors indirecte? Parce que, pourquoi je le dis? Quand on voit la réaction de Monseigneur Classe à l'égard du roi, qui n'était pas le moindre des nobles, qui était en fait finalement le chef de la noblesse rwandaise, Tutsi, à partir du moment où il s'est opposé au baptême de la noblesse Tutsi et des Rwandais en général, à partir du moment où il a dit que les Rwandais n'étaient pas des chrétiens, qu'ils avaient leur religion, Monseigneur Classe n'a pas été tendre. Donc, ce jour-là, l'alliance objective ou sentimentale hein, qu'il a pu avoir avec la classe dirigeante, Tutsi, ce jour-là, c'était fini. Il a frappé fort. Il a exigé le départ du roi. Donc, je crois, pour être peut-être un peu magnanime à l'égard de Monseigneur Classe, mais en retenant les conséquences néfastes de sa politique, je crois qu'il a mis en avant, d'ailleurs l'abbé Fortunatus en a parlé dans ses conférences à un moment donné, ce qui l'obsédait, c'était la réussite, c'était de baptiser le plus de monde possible, c'était la conversion des Rwandais à l'Église catholique. Et donc tout obstacle, que ça vienne des Tutsis, que ça vienne des Hutus, eh bien il frappait. Il utilisait son autorité auprès des Belges. Il a même travaillé pour diviser la noblesse Tutsi en pro et en anti. C'est-à-dire, il a accordé des faveurs à des chefs, à des sous-chefs. Il a fait nommer des chefs, il a fait nommer des sous-chefs. Et ceux-là, c'était ses alliés. Les autres qui suivaient le roi, ils ont été, comme le roi, écartés et sanctionnés par la tutelle belge, quoi. Moi, c'est une analyse qui va dans le même sens, hein, hein. Mais en tout cas, il s'est allié avec une partie de la communauté rwandaise contre l'autre, c'est sûr. Je veux dire que selon ses écrits, les propositions qu'il faisait à la tutelle, il a quand même beaucoup penché vers l'instruction des Tutsis, jusqu'à dire que les Hutus n'étaient pas intelligents, qu'ils n'étaient pas malins, et que donc il ne fallait pas les incorporer dans la direction du pays, en fait. C'est peut-être là la grosse erreur. Bon, moi, pour vous répondre, je peux commencer plutôt par la dernière demande, la destitution du roi. Monseigneur Classe, ce n'est pas lui qui a destitué le roi. Monseigneur Classe y a contribué. Mais il y a un aspect politique qui est beaucoup plus profond pour la décision du roi. C'est lorsque le roi Musinga est resté allié aux Allemands qui avaient perdu. Lui, il pensait que les Allemands allaient revenir. Alors, il s'opposait farouchement à la politique belge, en fait. Ça, c'est un aspect beaucoup plus fort que le côté religieux. 15 ans après le départ des Allemands, le roi voulait toujours sceller une alliance avec... Il a même envoyé une lettre qui a été interceptée par les Belges. Une lettre qui disait aux Allemands de revenir au Rwanda. Il disait, ces chiens belges qui sont ici ne font rien. Alors revenez. La lettre a été interceptée par les Belges.
Alors, ils ont gardé une dent contre lui. Alors, tout ça mis ensemble. Donc, il y avait l'aspect politique, il n'était pas vraiment favorable. Je pense qu'à un certain moment, il proposait d'avoir un deuxième roi pour pouvoir le seconder et puis dialoguer avec l'autorité belge. Alors, c'est-à-dire que sur ce point, il était opposé pratiquement à l'autorité du titre, donc des Belges. Monseigneur Classe, en voyant cela, il voyait qu'au fond, ça risque de créer un conflit interne même au sein du pouvoir, alors que lui, il voulait s'appuyer sur l'autorité des Belges pour son administration, même dans l'Église. Mais l'Église qu'il concevait, c'était plutôt du côté sociologique. Quand je faisais mes recherches du point de vue théologique, même les lettres, les points là qu'il a mentionnés, je pense en 2011, où il montrait ses objectifs comme évêque, vous trouverez très peu d'endroits où il parle de Dieu. D'accord. Oui, oui, c'est tout à fait comme un stratège politique. Il dit si on fait ça, si on fait cela, ça va aboutir à cela. Donc, il ne fait aucune référence à la grâce de Dieu, il ne fait aucune référence à la mission de Jésus. Il parle plutôt comme tout politicien qui a des ambitions politiques. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. Donc, je disais, comment se fait-il qu'un évêque écrivait des choses pareilles? Alors, si je reviens à votre demande de dire, mais Monsieur l'abbé Apollinaire, oui. puisque vous avez approfondi le sujet, pourquoi Monseigneur Classe semblait être plus politique que religieux dans son action, quand il est quand même resté Monseigneur Classe? Pourquoi il s'est plus vers la stratégie politique que la stratégie de conversion et d'éducation de ses enfants, pour finir? En fait, pour lui, et bon, ça c'est une tentation de tous les temps, de créer des royaumes chrétiens. Ce qui s'est arrivé aussi quand les Français sont arrivés au Québec, donc au Canada français. Ils ont dit, voici une terre où on peut créer un royaume chrétien. Alors, souvent, c'est ça le problème de l'évangélisation. Tu présentes à la fois le message et l'enveloppe. Et tu insistes beaucoup sur l'enveloppe culturelle que sur le message. Alors ça, c'est le danger. Chaque fois, quand même l'Occident, c'est presque partout. Là où l'Occident arrivait, les Occidentaux missionnaires arrivaient, ils pensaient que christianiser, c'est l'équivalent d'occidentaliser. Alors, c'est une tentation. Ils ont dit, ici au Rwanda, on trouve une terre fertile où on peut transformer la culture parce qu'ils ont déjà une grande noblesse. Donc, lorsque Monseigneur Classe, non avant lui-même, hein, lorsque les colons arrivaient au Rwanda, il disait, mais ici au Rwanda, on a trouvé les descendants de Pharaon, descendants de Salomon, avec les cornes des vaches, tout ça. Il suffit de voir les films comme les fils d'Imana, par exemple. Les fils d'Imana, ça décrit mieux quelle était la conception des colons et puis des missionnaires, justement. Bon, il me suffit aussi de voir le film sur les mines d'or de Salomon. Les mines, c'est ça, je pense que c'est les mines d'or. Oui. Oui. Alors, avec ces deux films, ce sont des films qui ont été préparés avant les années 52. Donc, ça présente réellement quelle était l'image dans leur tête. Alors, l'autre aspect, et que souvent les chercheurs oublient, c'est ce qu'on appelait l'ethnocentrisme du 19e siècle. Là où sont nées les races et puis les ethnies, ils ont mis aussi une certaine hiérarchisation. Donc, il y avait donc des ethnies ou des races supérieures, puis des races inférieures en descendant jusqu'aux Noirs. Alors, avec le 19e siècle, nous avons des gens qui avaient des doctorats en colonialisme, des doctorats en ethnisme. Donc, alors, ces cours-là étaient enseignés aux missionnaires qu'on envoyait en Afrique ou en Amérique latine, tout ça. Alors, ceux qui avaient la peau foncée étaient considérés comme moins proches, disons, de l'humanité évoluée. Alors, cet ethnisme a beaucoup joué malheureusement dans la colonisation, dans l'évangélisation. Lorsque Monseigneur lui-même, Monseigneur Lavigérie, lorsqu'il a envoyé ses missionnaires quelque part, il dit
je vous envoie dans la forêt vierge et la forêt noire. On me dit qu'il y a des êtres là-bas. Allez-y, voyez s'ils ont une âme et puis les baptiser. Donc, c'est pour dire, s'ils ont une âme, on va les baptiser. S'ils n'ont pas d'âme, bon, ce sont des bêtes, on ne les baptise pas. Donc, c'était la conception de l'ethnisme du 19e siècle et qui a malheureusement été aussi collée à la Bible. Donc, c'est avec les affaires de fils de Noé, puis, et qui a visé la dignité de son père et qui a été chassé, puis il est descendu en Afrique, et puis descendant, il perdait sa couleur blanche. Il n'était pas des blancs vraiment, c'était plutôt comme des juifs arabes. Mais... Monsieur l'abbé, c'est un aspect important que vous présentez là, effectivement. Nous sommes à la croisée des chemins, au début du siècle dernier. Oui. Lorsque Monseigneur Classe arrive au Rwanda, c'est encore le règne des grandes idées, je pourrais dire racistes. Oui, c'est ça. Classifier les gens selon la couleur, selon la taille, selon la forme du nez, pas seulement au Rwanda. Oui, pas seulement au Rwanda. Occidental. Il y a des grands théoriciens qui sont connus pour ça. Mais j'aimerais déplacer un peu le débat sur un autre sujet en tant que modérateur, parce qu'on n'a pas un temps illimité non plus, et poser la question à l'abbé Fortunatus, la question suivante. Lorsque le Rwanda étant quand même une monarchie sacrée, un pays uni, les Hutus, les Twa, les Tutsis, c'était un peuple, et subitement, voilà des étrangers, des ecclésiastiques, des colonisateurs qui disent ceux-là sont bons, ceux-là sont moins bons, ceux-là ont droit à des privilèges, à des faveurs, et ceux-là non. En fait, on peut se demander, mais quelle a été la réaction du roi et des autorités traditionnelles lorsque, par exemple, Monseigneur Classe a suggéré que les Hutus ne soient pas mis à contribution ou qu'ils ne participent pas, en fait, à l'exercice du pouvoir, alors que c'était la tendance après la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mais dans le monde, il y avait... La théorie de la libération n'existait pas encore, mais dans l'Église, normalement, tous les enfants sont aimés par leurs parents de la même façon. Est-ce que le roi et les nobles qui dirigeaient le pays ont essayé d'arrêter la nouvelle théorie de Monseigneur Classe en disant non, nous sommes des frères, traitez-nous de la même façon, il n'y a pas de privilège à accorder aux uns et pas aux autres. Quelle a été la réaction, en fait, de l'autorité tutsi de l'époque? Les autorités coloniales, à commencer par les autorités allemandes, ils avaient opté pour une administration indirecte. Cette administration indirecte était en faveur des dirigeants traditionnels. Ils ne pouvaient que s'en réjouir. Les missionnaires catholiques ont adopté aussi l'évangélisation indirecte. Ce choix favorisait aussi l'aristocratie traditionnelle. Elle ne pouvait que s'en réjouir, même si les membres de cette aristocratie ne voulaient pas se convertir au christianisme. Et puis, dans leur façon, la façon des Européens de concevoir le Rwanda, que ce soit sociologiquement, que ce soit politiquement, je veux dire administrativement, ils se sont trompés. Ils ont affirmé haut et fort que les Batutsi régnaient sur tout le Rwanda. Ce n'était pas la vérité. Et ils l'ont dit partout où ils pouvaient le dire. Évidemment, ici, je vais loin du cadre que nous abordons. Quand le moment venu, vers les années 50, les opprimés ont dit ça ne peut pas continuer comme ça, que ce soit les autorités coloniales et que ce soit les missionnaires, ils ont vraiment eu des difficultés à dire, vous saviez, nous n'avions pas dit toute la vérité. Il y avait des opprimés.
nous avions dit qu'il y avait un bon régime traditionnel rwandais, mais ce n'était pas vrai. Ils ont eu des difficultés vraiment à le dire. Pourquoi? Tant que les opprimés ne réclamaient pas, ne se défendaient pas eux-mêmes, dans le cadre de l'administration et de l'évangélisation indirecte, ces Occidentaux ont laissé aller les choses. D'accord. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. J'aimerais faire une petite interruption hein, parce que le temps de boire un verre d'eau, de prendre un peu d'air et puis on continue après. Ok, merci. Twatangira noneho twavuga l'enregistrement est en cours ariko nzagakata ako kanya. Alors justement, je voulais ajouter quelque chose à ce que disait l'abbé Fortunatus, parce qu'il était question de savoir comment se comportait la classe dirigeante ou la noblesse rwandaise lorsqu'ils ont vu le choix disons des missionnaires, spécialement dans mon ancienne classe, d'appuyer plutôt la classe dirigeante. Ne faut pas oublier que cette classe dirigeante, après le massacre d'Oruchunchu, c'était une classe qui n'avait plus de force. La monarchie pratiquement allait tomber. Parce que les gens disent... Pour expliciter, Père Apollinaire, le massacre de Ruchunchu. Oui, c'est ça. Avec le massacre d'Oruchunchu, lorsqu'on a tué le roi Rutaringwa et puis les Bégas sont devenus plus puissantes que les Banyiginya. Alors à ce moment-là, d'autres coins du pays qui se sentaient comme assujettis par la monarchie Tutsi du Rwanda, ils ont commencé à se révolter et puis ils étaient vraiment parvenus à se libérer de cette monarchie-là. Alors c'est que quand les missionnaires sont arrivés et puis les colons sont arrivés, ils ont fait comme une sorte de pacte avec la classe dirigeante, c'est-à-dire avec on va dire le roi Musinga, pas vraiment Musinga, c'est plutôt sa maman et puis les deux oncles, les trois puissants qui étaient au pays à ce moment-là. Alors, ils ont fait une alliance pour combattre tous ceux qui, disons, voulaient se révolter. Alors, si ce point, la classe dirigeante se sentait beaucoup plus faible, mais appuyée par les colons et puis les missionnaires. Alors, lorsque les missionnaires ont commencé les écoles pour les dirigeants du pays ou pour, disons, les Batutsi dans l'ensemble, ils disaient aussi, et ça c'est banal, ils disaient aussi aux Batutsi qui sont supérieurs parce qu'ils sont venus d'ailleurs pour civiliser les autres nègres. Si quelqu'un te dit tu es supérieur, tu es venu d'ailleurs, tu es venu pour civiliser les autres nègres, donc tu mérites plus de privilèges, alors ceux qui se sentaient comme ça honorés, ils tiraient avantage à ça. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi en 1931, les gens vont se battre pour se faire nommer Tutsi dans les cartes d'identité. Ceux qui étaient identifiés comme ceux qui sont venus d'ailleurs pour civiliser. Donc c'est comme si à ce moment, les Tutsis dans l'ensemble, ils ont compris qu'ils sont venus, disons, avant les Blancs, mais qui sont peut-être à mi-chemin avec les Blancs. Donc, ils sont venus pour civiliser les autres nègres. Alors, à ce moment-là, qu'il y ait les divisions entre les Hutus et les Tutsis, à leur faveur, c'est ça. On aime dire que quelqu'un te donne à manger, si l'autre ne mange pas, c'est pas grave, pourvu que toi, tu manges. Alors, malheureusement, ce qui a servi, ce qui était comme une alibi en 1931 pour dire on est supérieur parce qu'on vient d'ailleurs, ça va être contre eux autour des années 59. Parce qu'on va dire, vous avez dit que vous n'êtes pas des Rwandais, vous venez d'ailleurs, alors partez chez vous, laissez-nous dans notre pays. Alors, avant d'en arriver là, justement, oui. J'aimerais poser 2 ou 3 petites questions à l'abbé Fortunatus. Quel intérêt vraiment Monseigneur Classe, puisque nous parlons de Monseigneur Classe et de ceux qui, comme lui, avaient une certaine vision des choses différentes
peut-être de la vision d'une église modèle, hein, d'une église qui aime tous ses enfants avec la même âme, le même cœur. Quel pouvait être l'intérêt, sinon, de justement vouloir évangéliser rapidement le Rwanda? Est-ce qu'il y avait une sorte de... Est-ce que Monseigneur Classe n'aimait pas les Hutus? Il avait quelque chose contre les Hutus? Ou bien ça faisait juste partie de sa stratégie? Ça, c'est un. L'autre question, c'est de savoir que faisaient les autres religieux du pays. Est-ce qu'ils avaient tous la même vision que Monseigneur Classe? Les prêtres rwandais, par exemple, parce qu'il y en avait déjà quelques-uns dans les années... Après tout, Monseigneur Classe est mort en 1945 au Rwanda. Avant 1945, quelle a été la réaction ou la position, exprimée ou pas, mais position quand même exprimée par les religieux, mais d'origine rwandaise? C'est-à-dire les prêtres rwandais, les autres religieux rwandais, Hutus et Tutsis. Comment ça se passait? Est-ce que ça a eu une influence sur leur vie commune en tant que prêtre, en tant que religieux? C'est une question qui mérite d'être posée. En fait, les deux questions sont liées. Et pour y répondre, nous devrions éviter de dédouaner très vite Monseigneur Classe en disant qu'il voulait évangéliser vite le plus de Rwandais possible. Pour lui, la fin justifie les moyens. La fin justifiait les moyens. Mais ce n'était pas le seul missionnaire qui voulait la conversion rapide de tous les Rwandais. Non. Les pères comme Alphonse Brard, comme Barthélemy, ils voulaient aussi cette conversion du Rwanda, mais les méthodes de Monseigneur Classe, il ne les acceptait pas. Donc, Monseigneur Classe n'était pas mieux intentionné que les autres. Absolument pas. Les autres aussi avaient les mêmes bonnes intentions que lui. Mais il est parvenu à les évincer et à les faire partir du Rwanda. Quand Monseigneur Classe meurt en 1945, au mois de janvier, il y avait déjà des prêtres rwandais. La plupart d'entre eux étaient de l'ethnie des Batutsi parce qu'ils étaient aussi favorisés dans l'accès au sacerdoce, tandis que les Bahutus étaient vraiment découragés et chassés. Il ne leur était pas permis d'arriver au sacerdoce. Et donc, les prêtres Batutsi qui étaient arrivés au sacerdoce dans ce contexte suivaient la même ligne. Les pauvres prêtres Bahutus, peu nombreux, franchement, ils ne pouvaient rien changer à une ligne sociopolitique adoptée par les missionnaires, adoptée par les autorités coloniales belges. Ils étaient même tentés de s'identifier à cette classe sociale, à y entrer, à devenir, à penser comme les prêtres Tutsis et de se déhoutiser. Il y avait cette tentation. Et donc, la ligne forte, la ligne puissante, c'était celle définie, tracée par Monseigneur Classe. D'accord, ça a le mérite d'être bien clair. D'ailleurs, vous l'avez souligné dans, je pense, la deuxième partie de votre conférence. Vous avez bien expliqué comment Monseigneur Classe a d'abord cédé le pas à certains prêtres, mais il est rentré en Europe d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, pour revenir en force après. Pour revenir en force et quelque part se venger sur ses opposants en fait. Et les faire chasser du Rwanda, enfin les faire muter ailleurs. Et puis alors, il est revenu effectivement en force. C'est là qu'il a mis en place sa propre politique
avec le soutien des Belges, hein, avec le soutien de la tutelle belge, en fait. Donc, pour finir, effectivement, il a surtout été un prêtre politique, très politique, qui s'est battu aussi pour faire passer sa stratégie, pour se battre contre ses opposants, quelque part. Il avait son opposition, et c'est lui qui a gagné la partie. Aux grandes dames peut-être des Rwandais, aux grandes dames des Rwandais. Puisque vous parlez des prêtres, on peut se poser la question aussi, comment cela se passait-il, par exemple, dans les séminaires? Dans les séminaires, il est généralement, communément admis que dans les années 50, hein, donc quelques années après la mort de Monseigneur Classe, beaucoup de jeunes séminaristes, d'anciens séminaristes, Hutus se sont retrouvés sur le marché de l'emploi, à gauche à droite, dans l'administration, sans certainement monter au premier rang de l'administration, non, mais ils étaient petit à petit influents. Ils travaillaient dans les églises, ils travaillaient pour l'église catholique, ou alors ils étaient enseignants. Est-ce que le fait, créé par Monseigneur Classe, le fait que les prêtres étaient en général recrutés dans l'ethnie Tutsi, à partir d'un certain moment, est-ce que cela a peut-être aussi favorisé le départ du séminaire de jeunes Hutus qui se sont reconvertis dans l'administration, dans les affaires, dans l'enseignement, et qui, malgré tout, ont pu percer et se retrouver à des positions où ils pouvaient faire quelque chose. La preuve, c'est tous ceux qui ont, enfin, pas tous, mais la plupart de ceux qui ont dirigé la révolution de 59 venaient du petit et du grand séminaire. Donc, ils n'avaient pas pu être prêtres, mais ils ont agi là où ils avaient la possibilité de le faire. Est-ce que ça a une influence, la politique de Monseigneur Classe a une influence sur, sur le départ de beaucoup de Hutus des séminaires? Et donc, comme ils se sentaient exclus, ils se sont reconvertis en politiciens progressivement jusqu'à mener et conduire la révolution de 59, peut-être. Oui, comme je l'ai dit, de ce que Monseigneur Classe a fait, il est sorti quelque chose de positif qu'il n'avait pas prévu. Il est vrai, il est indéniable que les jeunes Hutus rencontraient des obstacles dans leur marche vers le sacerdoce. On les décourageait, on les chassait. Ça, c'est la vérité. Ça se faisait. Mais quand on les chassait et qu'ils allaient dans le monde, ils ne pouvaient pas entrer dans l'administration. Là aussi, c'était réservé aux jeunes Tutsis. Leur fonction était héréditaire. Les chefs ou les sous-chefs avaient remplacé leur père et ils devaient être remplacés par leur fils. Ces Hutus, ces jeunes Hutus, qui avaient une éducation universitaire, des années de philosophie, des années de théologie, recevaient des nominations, ils faisaient ce qu'ils faisaient était inférieur à leur niveau de formation. Ils étaient frustrés. Et du moment qu'ils étaient frustrés, ils alimentaient des idées révolutionnaires. Ça, Monseigneur Classe ne l'avait pas prévu. S'il l'avait prévu, il aurait tout fait pour l'empêcher. Donc, le positif qui va en sortir, ce n'est pas son mérite, c'est plutôt un effet boomerang. Ces jeunes qu'on avait exclus du sacerdoce, ces jeunes qu'on avait exclus de la fonction publique, à un certain moment, ils prendront les deux, et le sacerdoce et la fonction publique. C'est un effet boomerang, mais Monseigneur Classe et ses complices ne l'avaient pas prévu ainsi. Ça a été vraiment une déception, une tuile sur leur tête. C'est-à-dire que sa disparition, sa mort, si l'on peut dire,
a ouvert une brèche, parce que s'il était resté, il n'aurait peut-être pas permis qu'il y ait cette déviance. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, monseigneur Abbé Apollinaire. Bon, pour l'enseignement, bon, moi, y réfléchissant comme théologien dans mes recherches, c'est ce que j'ai appelé la grâce, le Saint-Esprit. Donc, ayant canalisé toutes les écoles publiques, disons, qui ont des fonctions, qui ont accès à l'administration, pour la classe dirigeante et tout aussi, alors, les séminaires sont restés comme une brèche étrangement où les enfants des Bahutu pouvaient entrer. Mais pour classe, c'était comme pour faire la catéchèse. Donc, ils n'auront pas dans l'administration. Ils vont apprendre quelque chose, ils vont devenir prêtres. Bon, ils vont peut-être rester dans le monde, mais pas dans l'administration. Mais la grâce de Dieu est passée par là, par ces portes que classe peut-être ne voulait pas ou ne s'imaginait pas. Et ça fait qu'ils vont devenir justement de ce que nous avons vu, ce que nous voyons. Quand tu as pensé que c'est peut-être à cause de cela que la mort de classe a produit le fait que les Bahutus entrent aussi dans la politique, non. Moi, je dirais non. Parce que c'est tout un contexte. Je pense qu'on ne peut pas séparer ce qui s'est passé autour des années 50 avec le contexte mondial après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement pour les indépendances, la décolonisation du monde. C'est tout un contexte qu'on ne peut pas séparer. Et puis l'Église aussi universelle avait une autre vision pour les missionnaires aussi qui devraient donner beaucoup plus place aux locaux. Donc c'est tout un contexte. Moi je me dis lorsqu'on parle de la révolution rwandaise ou de mouvement d'indépendance comme un fait isolé, c'est oublier ce que pensaient toutes les nations après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Effectivement, non, vous savez, c'est en se posant des questions qu'on parvient finalement à mettre le doigt où il faut. Certains peuvent se dire, tiens, à part le mot de Monseigneur Classe, les choses ont changé. C'est peut-être grâce ou à cause de sa mort que les choses ont évolué rapidement. Vous venez d'expliquer que ce n'est pas ça le cas. Ça dépend d'un contexte tout à fait général en Afrique et dans le monde. Ce qui est quand même très important à comprendre. Je peux ajouter autre chose, que Monseigneur Classe ait orienté la politique rwandaise et l'Église rwandaise sur une fausse piste, c'était clair déjà avant sa mort. Il est mort en janvier 1945. Depuis 1943, il avait un vicaire coadjuteur, Monseigneur Laurent Desprimoz, mais Monseigneur Laurent Desprimoz s'était déjà écarté de la ligne de Monseigneur Classe, du vivant même de Monseigneur Classe. Et puis, quand ceux qui avaient été baptisés du vivant de Monseigneur Classe, quand il était encore en force, aussitôt qu'il est devenu faible à cause de l'âge et à cause de la maladie, ils ont quitté l'Église. Parce que les avantages qu'ils avaient reçus, ils pouvaient les garder sans rester dans l'Église. Donc, bien avant sa mort, il était devenu clair qu'il avait orienté l'Église et le Rwanda sur une fausse piste. Vous parlez de prêtres, monsieur l'abbé, des Rwandais ou plutôt des Européens, ceux qui ont quitté l'Église? Non, des autorités rwandaises. D'accord. Traditionnelles rwandaises. Oui. Oui. Et donc, Monseigneur Classe, Monseigneur Desprimoz remplace de droit en janvier 1945. Il recommence à zéro et il répète toujours: fini avec la politique, fini avec le recours aux autorités traditionnelles, faisons notre travail sans alliage, disait-il. Donc, que Classe se soit trompé, ça a été clair bien avant sa mort. Très bien. Ça, c'est une bonne transition parce que
effectivement, moi, de ce que j'ai pu entendre de Monseigneur Desprimoz, c'était plus de louanges que de blâme. Tous ceux qui ont parlé de Desprimoz en ont dit du bien. D'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on fasse une autre conférence sur le parcours de Monseigneur Desprimoz et son influence sur l'Église, sur l'évangélisation d'abord et sur les orientations de l'Église catholique pendant toute la période qui a suivi son avènement. Après le départ de Monseigneur Classe, ce serait peut-être une bonne chose aussi. Ce serait une bonne chose, oui. L'épiscopat de Monseigneur Classe est très important dans l'histoire du Rwanda. Il se place entre celui de Monseigneur Classe et celui de Monseigneur Pérodin. Tout à fait. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une période charnière. Soulignons notamment à l'intention des auditeurs qui ne connaissent pas trop bien la question rwandaise sur la problématique de l'Église catholique, que Monseigneur Classe meurt au moment où se termine la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. C'est quand même un élément important aussi, c'est pas fortuit. Mm-hmm. Lui qui était, je pense, lorrain ou alsacien, oui. Ce n'était pas non plus, c'est pas inutile de le souligner, quoi. Il meurt en 1945, il est remplacé par Monseigneur Desprimoz, qui lui aussi vient de la même région d'ailleurs. Oui. C'est une chose qu'il faut remarquer, que tous les grands, tous les évêques et tous les prêtres, surtout les pères blancs qui sont arrivés au Rwanda, pour la plupart venaient de cette région, qui a été tour à tour allemande et française. Française, oui. C'est aussi quelque chose qu'il faudra peut-être expliquer pour que les jeunes Rwandais notamment le sachent. Et il y a des raisons de se demander pourquoi. Pourquoi les pères blancs qui sont venus au Rwanda, qui sont venus comme missionnaires au Rwanda, étaient tous pratiquement au départ des Français originaires de cette zone, alors que la France ne colonisait pas le Rwanda. Ça aussi, c'est une autre question, mais bon, pour l'instant, on parle de Monseigneur Classe, sans nécessairement insister sur ses origines, mais c'est aussi quelque chose qu'il convient de souligner. Alors, justement, après Desprimoz, est-ce qu'on peut penser que les idées de classe ont complètement disparu de l'enseignement de l'Église? Est-ce que l'Église n'était plus tellement impliquée dans la politique comme à l'époque de Monseigneur Classe? Bon, ça me fait plaisir de répondre à cette question, mais retournons, si vous me permettez un peu, sur Monseigneur Desprimoz, et puis je réponds à votre question. D'accord. Le Rwanda a un historien, un grand historien, un prêtre, Monsieur l'abbé Joseph Ngomazungu. Je pense maintenant qu'il est curé quelque part à Kiruhura, dans le diocèse de Butare. Il est docteur en histoire de l'Église. Sa thèse de doctorat à l'université grégorienne à Rome, il l'a faite sur l'épiscopat de Monseigneur Desprimoz. Donc, pour la connaissance de Monseigneur Desprimoz, ce livre, la thèse de l'abbé Joseph Ngomazungu, est un point de départ très important. Revenons à la question que vous venez de poser. J'en ai parlé déjà au début. Monseigneur Classe a régné sur l'Église du Rwanda pratiquement depuis 1905 jusqu'à 1945. Il est arrivé au Rwanda en 1901. Donc, de 1901 à 1945, ce sont ces idées qui se sont imposées. Eh bien, après sa mort, sa pensée, son idéologie, ça n'a pas disparu. Ça marque encore le Rwanda jusqu'à aujourd'hui et même dans les années à venir. Non, ça laisse des traces, ça continue à faire des effets. Oui, oui. Son influence n'est pas finie avec sa mort. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais dont vous avez parlé lors de la première ou la deuxième conférence, c'est la question de la carte d'identité avec mention ethnique.
Oui. Monseigneur Classe a certainement joué un rôle pour l'instauration de cette carte, en accord avec la tutelle, en accord avec les autorités traditionnelles. Quel était l'objectif poursuivi par cette politique de lancement d'une carte d'identité accordée aux Rwandais avec la mention de leur origine ethnique? Est-ce que c'était juste pour des raisons statistiques? Est-ce qu'il y avait une certaine politique qui se cachait derrière cette nouveauté? J'imagine qu'avant l'arrivée des Européens, les Rwandais n'avaient pas de carte d'identité. Ils n'écrivaient pas, ils ne comptaient pas les gens. Le roi régnait, mais il n'allait pas compter les habitants du pays. Je suppose que les Rwandais ne savaient pas quelle portion est la plus majoritaire dans le pays et laquelle autre était minoritaire. Est-ce que cette introduction de la carte d'identité a peut-être aussi contribué à aggraver la situation ou le contentieux pour tout outil? Quel a été le rôle de cette carte d'identité? Cette carte d'identité était en faveur du complexe de supériorité Tutsi. C'était une autre façon de frustrer encore davantage les Hutus et surtout d'éviter les mélanges pour que les choses soient claires, bien séparées, même dans les cartes d'identité. Quand elles furent introduites avec la mention ethnique, c'était un grand plaisir pour les Tutsis et c'était une frustration pour les Bahutus. Avant même l'introduction de ces cartes, les Bahutus se connaissaient eux-mêmes, les Batutsis se connaissaient eux-mêmes, les Batwa aussi. Et l'Allemand, l'explorateur Kant, l'a dit déjà, et puis il écrivait bien avant 1900. Donc, les Batutsis se connaissaient, les Batwa se connaissaient, les Bahutus aussi. Et puis, les plus nombreux, les moins nombreux, ils le savaient aussi. Et puisque vous touchez à cet argument dans la carte d'identité, ce n'est pas le fait de biffer cette mention dans la carte d'identité qui fait que Hutu et Tutsi ne s'entre-déchirent plus au Rwanda. Ils se connaissent, ils s'aiment ou ils se haïssent. Ça n'a pas besoin d'être écrit dans une carte d'identité. Au Burundi, voisin, de telles cartes d'identité n'ont jamais existé, mais ils se sont bien étripés. Et c'est précisément là la question. Quel est l'objectif qui était poursuivi par l'autorité qui est le premier à introduire cette carte d'identité au Rwanda? Le Rwanda, rappelons, était aussi un pays sous tutelle de la Belgique, mais pas au Burundi, qui était dans la même situation administrative. Pourquoi ils ne l'ont pas fait au Burundi? Est-ce que c'est l'Église catholique qui a été le moteur de cette politique ou c'est les Belges qui ont décidé que dans l'un, ils le feraient et pas dans l'autre? Le père Apollinaire peut m'aider à répondre à cette question. Oui, oui. Je vais d'abord commencer pour dire que les cartes d'identité en soi, c'était une très belle chose pour la nation rwandaise comme partout ailleurs, parce que les gens dépendaient de leur chef, donc de leur patron. Sans carte d'identité, tu étais taillable à merci parce que tu dépendais du chef. Alors, avec Lubaki qui était très puissante dans le pays, si tu n'avais pas de carte d'identité, tu pouvais un peu disparaître et mourir. On ne peut pas penser qui sont morts, combien. Alors, on se disait, je suis le sujet d'eux. Alors, on se dit, je suis le sujet d'eux. C'était ça l'identité de la personne. Tout à fait. Alors, dépendamment des chefs, de ton patron, alors, où tu étais maltraité, où tu étais bien traité. Alors, en soi, la carte d'identité, c'était une très bonne chose pour au moins l'identification de l'individu. Non, c'est une personne identitaire. Alors, la mention ethnique, il y a un aspect que peut-être nous sommes en train d'oublier, c'est qu'à un certain moment, même les colons, même les Belges qui étaient tuteurs du Rwanda, ils faisaient trop confiance aux missionnaires parce qu'eux, ils arrivaient partout. Ils avaient créé les fameuses Inama. Avec les Inama, là où le colon ne pouvait pas arriver, le missionnaire y arrivait parce qu'il avait des représentants jusque chez le bas peuple. Alors,
savez que pour les cartes d'identité, c'est bien clair qu'ils ont demandé conseil à Monseigneur Classe. Il y a un livre peut-être que vous pouvez consulter, le livre de Jan Linden. Jan Linden, Le christianisme et le pouvoir au Rwanda. Ça, c'est une mine de richesse. Ça parle de tout cela, et puis c'est assez fouillé, non, c'est très fouillé même dans les détails. C'est un Belge, non? Jan Linden, c'était un Belge, il était missionnaire au Rwanda. Alors, il écrit ce livre, et puis, quelque part, il dit tout ce qui était décidé au Rwanda, que ce soit du côté administratif, que ce soit du côté religieux, il faudrait toujours consulter Monseigneur Classe. Donc, c'est-à-dire que fort. oui, donc pour le Rwanda, c'était vraiment lui. Donc au Burundi, probablement qu'on consultait aussi l'Église, mais que peut-être ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire de mettre les mentions ethniques. Mais Classe, lui, il avait déjà établi sa pastorale sur une base déjà ethnique, donc la hiérarchie ethnique. Alors, pour identifier ceux qui doivent étudier, ceux qui ne doivent pas étudier, qui doivent se marier, qui ne doivent pas se marier, Classe était comme la charnière de toute cette machine qui malheureusement n'a pas bien fait pour le Rwanda. C'est pour cela que dans mon livre publié en 2010 sur le Rwanda, pour une réconciliation à la miséricorde des chrétiennes, je disais qu'il y a un chapitre où j'ai dit Monseigneur Classe, où l'Église est fondée sur le sable. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de fondation, ni théologique ni pastorale, il y avait des fondations idéologiques et une idéologie de division, une idéologie de séparation. Et c'est pour cela justement que la mention ethnique était perçue pour les Tutsis comme un avantage. C'était vrai. À ce moment-là, on sollicitait pour faire partie de cette classe de Tutsis. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils vont mesurer le nez, je ne sais pas quoi. Mais tout le monde y allait pour dire, quand on me considère comme Tutsi, ça y est, parce que là, ça signifie que je vais avoir des privilèges. Mais celui qui n'était pas considéré comme Tutsi, parce que c'était déjà l'idéologie du moment. C'était comme on les appelait, avec des cheveux crépus, ils sont nés pour être au service des autres. Et c'est à ce moment-là que justement, même ceux qui n'étaient pas considérés comme des Tutsis de la noblesse se sentaient monter les épaules. Avant, les pauvres étaient tous des pauvres. C'était comme Mais quand ils ont commencé à avoir des faits d'identité, même les fonctions qui se faisaient chez les chefs et les sous-chefs, c'était divisé. Par exemple, la pipe là du chef, aucun autre ne pouvait le toucher. C'était tous des serviteurs du chef, mais il y en avait qui devaient porter le chef avec la chicote sur le dos, et d'autres qui devaient porter la pipe du chef et aller devant. Alors avant ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'avec la mention ethnique, pour moi, c'était vraiment le moment de se dire, il faut se diviser, partager les tâches, ne pas se marier, et puis il faut savoir que tu es supérieur à l'autre. Alors, c'était comme une grande fierté pour les Tutsis. C'est ça. Je vous remercie, l'abbé Apollinaire, notamment, qui vient d'insister sur cet élément capital qui explique probablement ce qui suivra au cours des années 50 et 60. Et ce qui est important à signaler, c'est quand même que cela met à nu certains mythes, voire certains mensonges qui sont souvent propagés et qui affirment que les cartes d'identité avec mention ethnique sont nées après la mise en place des républiques appelées républiques Hutu, alors que ces cartes d'identité existaient depuis un peu plus de 25 ans avant la révolution de 59, puisqu'elles ont été introduites en 1932, et que les républicains n'ont fait que les reconduire en fait. On affirme souvent, je ne sais pas si cela est vrai, mais vous pouvez, puisque vous avez étudié la question, rassurer les auditeurs. Est-ce qu'à un certain moment, les Hutus auraient demandé d'enlever la mention ethnique dans les cartes d'identité avant la Révolution, quelques années avant la Révolution? Ça n'a jamais eu lieu. À ma connaissance, non. D'accord.
Peut-être Donc que la l'abbé question ne se Fortunato pose pas. saurait des détails, mais à ma connaissance, non. Parce que tous ceux qui réclamaient ce qu'ils disaient, nous avons droit, nous aussi, à participer à la chose publique. Tout à fait. Mais oui, mais moi j'insiste et puis je le répète, c'est que en 1931, la mention ethnique, ça faisait la fierté d'être Tutsi. Tout à fait. Parce qu'ils se sentaient aussi comme des civilisateurs d'autres Noirs. Donc, c'est bizarre. Hein? Lorsque, aux années 50, 59, là, on disait, vous êtes des étrangers, partez avec les colons ensemble. Parce que il faut reconnaître que jusqu'en 58, la classe dirigeante Tutsi, avec qui les colons, ça faisait corps ensemble pour tailler à merci les Bahutus qui étaient mentionnés justement comme la classe inférieure. Mais lorsque, autour des années 58, toutes les choses commençaient à basculer, alors les Bahutus disaient, OK, c'est vrai que vous voulez l'indépendance, vous les Batutsi, mais nous, on veut l'indépendance dans notre pays. Vous êtes venus d'ailleurs, vous deux, alors partez ensemble, ou bien si vous restez, il faut quand même que nous partagions les biens de ce pays. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut dire peut-être que les Hutus, les révolutionnaires Hutus, ils ont profité de la mention ethnique de Tutsi et puis l'idéologie qui était derrière pour dire ça, c'est notre pays, allez chez vous. Allez d'où vous êtes venus avec tous les colons. Mais ce ne sont pas Soyons plus politiques encore, soyons plus politiques et un peu oui, c'est ça. quand même. Il est évident quand même que le roi n'aurait jamais introduit la carte d'identité ethnique. Il ne la connaissait pas. Il ne la connaissait pas. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est l'autorité belge, l'autorité de tutelle. Sans doute conseillée par l'Église catholique, en la personne de Monseigneur Classe. Quelle est la responsabilité? Pour être juste, est-ce que quelque part, la Belgique, c'est-à-dire puissance tutélaire, et l'Église catholique ne sont pas responsables, politiquement parlant, de l'exacerbation des relations entre les Hutus et les Tutsis? Est-ce que quelque part, en créant la carte d'identité, alors qu'elle était omise au Burundi, en disant aux uns, vous êtes supérieurs aux autres, vous savez, vous êtes les meilleurs, vous êtes plus intelligents, Monseigneur Classe l'a écrit. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité politique sur laquelle les Rwandais devraient peut-être revenir, plutôt que de s'étriper entre eux? Les Tutsis en ont peut-être profité, mais ce n'est pas eux qui ont lancé la carte d'identité. Est-ce que nous ne devrions pas quand même regarder les Belges dans les yeux et regarder en face un peu l'Église catholique aussi, même si Monseigneur Classe n'est plus, et leur dire, vous nous avez créé des problèmes ou vous les avez exacerbés. Vous avez aggravé les problèmes que nous avions déjà entre nous. Exacerbé, oui. Ce serait injuste de le faire. Parce que maintenant, par exemple, en Belgique, ils ont créé une commission pour examiner le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Est-ce que cette responsabilité ne mérite pas d'être soulignée quand même? Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie, monsieur l'abbé Apollinaire, mémorisez cette question. Excusez-moi ma lenteur et je voudrais vous faire retourner un peu en arrière parce qu'il y a une question dont je ne voudrais pas qu'elle soit escamotée. Avant, vous avez demandé si les leaders Bahutu ont jamais demandé que la mention ethnique soit biffée dans la carte d'identité. Ce sont plutôt les monarchistes qui ont demandé ça. Non, je parle de la période précédente, pas après 50. Pendant la période révolutionnaire, je sais que l'UNAR et les autres, voyant un peu leur politique basculer, ont souhaité que la mention ethnique soit supprimée de la carte d'identité. Mais avant, c'était une question innocente. Hein. Je voulais savoir si les Hutus pouvaient à dire sur la mention ethnique dans les cartes d'identité, en fait. Et si ça les défavorisait, est-ce qu'ils ont exigé que cela suive le schéma burundais, par exemple? Après un désastreux Conseil supérieur du pays, en juin 1958,
une assemblée désastreuse parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de la situation, cette assemblée-là du Conseil supérieur du pays. C'est à la fin de cette assemblée que les monarchistes ont demandé que la mention ethnique soit effacée de la carte d'identité. Alors, les leaders Bahutu Pour quelle raison? Attendez, je vais y arriver. Les leaders Bahutu ont dit non, il faut que cette mention reste là-bas parce que vous cherchez un moyen de falsifier les statistiques. Notre problème, ce n'est pas d'être appelé Bahutu. Notre problème, ce sont les injustices que nous subissons parce que nous sommes Bahutu. Mais si vous enlevez cette mention, vous allez falsifier les statistiques. Ça, nous sommes en juin 1958. Et c'est comme ça que la mention est restée jusque tout récemment. Ça, nous risquons d'escamoter ça. Vous posiez donc la question à propos de la responsabilité de l'autorité coloniale belge à propos des dissensions Hutu-Tutsi. Donc, à propos de la carte d'identité. Oui. La carte d'identité, oui. Spécifiquement. Spécifiquement. Bon, que ce soit les missionnaires, catholiques ou protestants, que ce soit l'autorité coloniale allemande et puis belge, et que ce soit l'autorité traditionnelle rwandaise, chaque groupe a eu une façon de se comporter face à cette question. Certaines positions l'ont exacerbé, l'autre l'ont adouci. Mais ce ne sont pas les Belges qui l'ont créé, le problème Hutu-Tutsi. Non. Monsieur l'abbé, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous sommes à une période où chacun est en train de répondre de son rôle historique dans les problèmes du Rwanda. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Belgique vient de créer une commission. Est-ce que cette question, est-ce que les Belges n'ont pas le droit de savoir que c'est eux qui ont créé cette carte d'identité et que ça nous a quand même créé des problèmes? Donc ça les a aggravés. Ils peuvent répondre qu'en soi, c'est neutre. La création de cette identité avec mention ethnique, c'est neutre. Ça dépend de l'usage qu'on a fait. Ça dépend de comment on le reçoit. En soi, c'est neutre. Mais le problème, c'est que cette affaire nous divise, nous. Chacun veut rejeter ça à l'autre. Donc, nous devons savoir qui l'a fait et pourquoi il l'a fait. Maintenant, si ça peut nous aider aussi à nous réconcilier, pourquoi pas? Si nous disons, ce n'est pas vous qui êtes responsable de cette carte d'identité, alors que certains disent, oh, c'est les républicains qui ont créé cette carte d'identité pour brimer les Tutsis, pour chasser les Tutsis du Rwanda, alors que c'est contre. C'est une contre-vérité. Mais si les autres aussi disent, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est les Belges, peut-être qu'on peut s'asseoir et parler le même langage. Chacun doit porter ses responsabilités en tout cas. L'Église catholique aussi, l'Église catholique a joué un rôle. Monseigneur Classe représentait l'Église catholique au Rwanda. Alors, si je peux ajouter quelque chose, je peux dire que, en fait, le problème, c'est l'idéologie qui était derrière. Tout à fait. Alors, pourquoi cette idéologie a fonctionné au Rwanda et pas au Burundi? Et c'est là où se trouve l'influence de Monseigneur Classe. Mentionner les ethnies dans les cartes d'identité, on voit justement l'idéologie, c'est de dire qu'il y a des classes, il y a comme des castes, il y a comme un système de castes au Rwanda. Et ça n'a pas rendu un bon service aussi bien au Rwandais qu'à nos voisins burundais, parce que quand le problème du Rwanda a éclaté, ça a influencé aussi le Burundi. Alors, la personne qui a créé les cartes d'identité à mention ethnique avec l'idéologie sous-jacente qui était derrière tout ça, elle porte une certaine responsabilité. Tout en n'ayant pas créé les ethnies, parce que dans d'autres nations aussi, il y avait des classes, il y avait mais ceux qui les ont colonisés, ils n'ont pas misé sur l'ethnisation, ils ont misé sur la nationalité.
Alors, chez nous, ils ont les colons et puis les Belges, ou le Monseigneur Classe, il a misé beaucoup sur l'utilisation, et ce qui fait que pour la suite, et ça c'est très grave, jusqu'autour des années 60, même aujourd'hui, ça a créé un ressentiment, ou d'être supérieur, ou d'être inférieur, ou d'être étranger, ou d'être dans le pays. Ça fait que c'est quand même un point qu'on ne peut pas escamoter. C'est un peu qu'on peut demander aux Belges pourquoi est-ce qu'ils ont accepté ou ils ont proposé ou ils se sont laissés influencer, je ne sais pas. Mais quant à Monseigneur Classe, il y a une chose peut-être que je peux dire, hein, c'est que l'Église catholique, ce n'est pas une démocratie. Donc, on disait d'appeler ça la pastorocratie. Il y a le pasteur, mais au fond, c'est pour dire qu'il y a une personne qui décide et puis les autres suivent. Mais on voit qu'au temps de Monseigneur Classe, il y avait beaucoup de missionnaires qui étaient contre sa façon de faire. Mais comme c'était lui l'évêque, il faisait passer sa pensée. Et après, on va voir justement, l'abbé François de le dire, lorsque Monseigneur de Primoz va être évêque, il va dire, moi là, avec la politique, je n'y entre pas. Je vais suivre les conseils de notre fondateur qui disait que ne vous mêlez pas à la politique. Ça, c'est ce qu'il disait le fondateur des Pères Blancs. Alors, c'est pour dire que Monseigneur, et ça, c'est pour l'Église du Rwanda, c'est toujours un problème sérieux jusqu'à aujourd'hui. Qui décide et que font les autres? Oui. Si on ne résout pas ce problème de dire mais qui décide et que font les autres, parce qu'il va être 5, 6, 10 évêques, il y a un évêque qui décide peut-être est proche du pouvoir, tout ça, et les autres se taisent. Et ça, c'est un réel problème. Ce n'est pas la même chose dans l'Église du Congo, pas non plus dans l'Église du Burundi, mais dans l'Église du Rwanda, où bien on a été sur le pouvoir ou sous le pouvoir. Alors, il y a toujours une personne qui a une grande influence, et si c'était une influence positive et charismatique ou de témoin, ça serait l'idéal. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. À un certain moment, avec Monseigneur Pérodin, ça commençait à se dire non, quand même, l'évangile, c'est l'amour de tout le monde. Et quand vous voyez ce qu'on écrit contre lui aujourd'hui, sans argument aucun, vous allez vous rendre compte que, au moins, lui, il a parlé au nom de la nation, au nom de l'Église, au nom du peuple. Mais lorsque vous voyez ce qui domine dans l'Église et que font les autres, c'est une bonne question que peut-être... Nous allons examiner dans d'autres sessions de conférence. D'ailleurs, vous parlez de Monseigneur Pérodin. Il y en a même qui sont allés justement en rapport avec la carte d'identité. Il y en a qui ont prétendu que c'est Monseigneur Pérodin qui aurait introduit ça au Rwanda. C'est un mensonge historique. C'est quand même extraordinaire. C'est pourquoi c'est une question très importante. Ça, c'est l'ignorance. Alors, j'ai parlé des responsabilités. Hein. L'abbé Fortunatus pourra nous donner la citation exacte, mais je pense qu'il l'a dit aussi dans ses conférences. À un moment donné, les Belges voudraient faire des réformes, opérer des réformes politiques et administratives. Ils proposent de promouvoir aussi l'entrée de jeunes Hutus dans l'administration. Et quelle est la réaction de Monseigneur Classe? Il écrit aux résidents en disant surtout pas, parce que les Hutus, c'est des paresseux, ils sont pas intelligents, ils sont pas faits pour faire de la politique. En quelques mots, il a écrit ça. C'est un évêque. Il a dit les seuls que nous devons continuer à promouvoir pour qu'ils participent à la gestion de leur pays, c'est l'élite Tutsi. C'est là que je dis que cela porte un nom, c'est une responsabilité politique. C'est de la responsabilité dans ce qui a pu arriver, dans ce qui a pu germer dans la tête de ces jeunes Rwandais qui étaient dans les séminaires et ailleurs, et qui ont appris que Monseigneur Classe, leur évêque, avait écrit ça. Imaginez ça. Que quelqu'un dise, vous êtes paresseux, vous n'êtes pas intelligent, que vous ne devez pas entrer sur la scène, que vous ne devez pas être recruté dans l'administration ou dans d'autres postes pouvant vous... Je trouve que c'est une responsabilité énorme qui peut peser lourd
dans l'avenir d'un pays. Quand je parle d'avenir, je dis dans les années 30. Est-ce que ce qui est arrivé après n'a pas été aussi le fruit, le résultat de ces frustrations accumulées par les déclarations de Monseigneur, disons, corroborées par finalement la Belgique s'est adaptée, s'est alignée sur cette position de Monseigneur Classe. Donc, il faut, moi je le dis, et je pense que nous devons inviter les Rwandais, nos compatriotes rwandais doivent savoir et demander des comptes à la Belgique et à l'Église catholique, et pas remonter, pas sauter 30 ans pour aller faire rendre gorge à Monseigneur Pérodin, c'était aussi un homme qui a pu commettre des erreurs. Mais ce qu'on lui prête, moi je pense que c'est plutôt ses prédécesseurs qui devraient en être comptables. Bon, c'est une responsabilité, je dirais, mais qui n'absout pas les autorités rwandaises. Ah non, c'est pas ce que je dis. Parce que le problème, c'est que ensemble. Voilà, on va oui, c'est ça. Le problème, c'est que souvent, on aime dire, mais ça venait des Belges. On pourrait se dire, mais toi, tu es roi et tu as des chefs. Tu vois que quelqu'un vient diviser ton peuple et tu ne fais rien. Plutôt, tu entres dans le jeu. Alors, ou tu es roi de tout le monde, ou tu es roi d'une partie. Donc, c'est-à-dire nos responsabilités comme Rwandais, parce que comme on dit en Kinyarwanda, ou Seigneur Umutiza Umuhoro. Si on avait une unité nationale, les Belges n'auraient pas pu créer cette division. Nous étions un pays occupé, hein. Nous étions un pays sous tutelle. Même le roi était sous tutelle. Oui, mais quand même. Pas de souveraineté. Hein. Mais quand même, si tu es responsable d'une nation, c'est que la nation, c'est parce qu'il y avait des failles déjà dans le système administratif, disons, de la monarchie Tutsi. Il y avait déjà des failles, il y avait déjà des classes et des sous-classes. Il y avait déjà des fonctions qu'elle est occupée et l'autre ne peut pas occuper. Alors, ça dit qu'eux, ils sont partis de ces failles-là. Moi, l'autre fois, il y a déjà ici qui me disait, mais comment se peut-il que chez vous, il y a toujours des guerres entre vous? Moi, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est très facile de faire, disons, de créer des guerres entre les gens qui sont pauvres. Quand ils sont pauvres, les autres sont riches, et puis tu dis aux pauvres, vous êtes pauvres parce que les autres sont riches, ils vont se quereller et puis ils vont faire des guerres entre eux. Alors, c'est-à-dire que la situation du Rwanda, du point de vue de l'administration, disons, locale ou de l'administration Tutsi, avait beaucoup de défaillances, d'injustices criantes qui faisaient que les autres pouvaient facilement y entrer et puis les diviser. Parce que si vous voyez par exemple l'administration qui était même avant, il y avait un chef, umutware w'umukenke, umutware w'ingabo, et puis je pense umutware w'ubutaka. Tout à fait. Alors, généralement, ce mutware w'ubutaka ne comptait presque à rien. Il était là comme pour favoriser les autres. Alors, il y avait chez le roi, il y avait Imana, Mwami Imana, qui était toujours un Hutu. C'est-à-dire que lorsque les colons vont entrer dans un pays qui est déjà divisé de soi et qui voient qu'il y a des avantages pour eux, ils vont pousser là-dedans. Parce qu'au fond, ils ne sont pas venus pour le bien des Africains. Tout le monde maintenant le sait. Alors, ils avaient d'abord les avantages, et puis nous, on profitait des miettes, mais les avantages, ça appartenait à ceux qui colonisaient. Alors, tout ce qui pouvait avantager l'autorité sous-tutelle, et ils en profitaient. Et ce qui est avantageux, c'est de dire, nous, on est avec vous, les chefs, et puis les autres, ils sont comme vos sujets, faites comme vous voulez. Mais ce que l'autorité rwandaise a oublié, ça, c'est important de le souligner, et c'est ce qui arrive même, malheureusement, même aujourd'hui, c'est que sur les collines, dans les villages, ce n'est pas le blanc que le peuple voit. Il voit un autre noir qui l'opprime. Et puis, il va l'identifier à tel autre ethnie ou tel autre groupe. Alors, quand il va faire la révolution, il ne va pas chasser le blanc parce qu'il n'aura jamais vu le chicoter. Alors, il va s'en prendre justement à un voisin ou à quelqu'un qui a pris l'autorité, au fond qui ne l'avait pas, mais qui manifestait que c'est lui qui avait l'autorité. Alors, c'est ce qui arrive, c'est dommage que
avec le néocolonialisme, ce qui arrive. Donc, l'Africain, il va s'enrichir sur le dos du pauvre, mais ce n'est pas lui qui s'enrichit. Il enrichit quelqu'un d'autre, mais le pauvre ne voit pas l'autre qu'il a envoyé. Il voit la personne qui est là. Ça devrait être une leçon pour les politiciens d'aujourd'hui. Ok, je m'arrête là. On va peut-être laisser l'abbé Fortunatus conclure, mais ce que vous voulez dire et qui est tout à fait pertinent, c'est que nous, Rwandais, puisqu'on parle du Rwanda, nous ne devons pas nous cacher devant, plutôt derrière nos responsabilités. Nous ne devons pas cacher nos responsabilités en prétextant que c'est toujours l'autre, que c'est le Belge, que c'est l'Église catholique, que c'est l'Allemand, que c'est le Français. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que nous, les Rwandais, nous avons nos responsabilités. Il est évident que à travers l'histoire de notre pays, l'injustice a été le mot le plus commun, en fait. Il y avait des injustices criantes. Il y avait des classifications sociales, économiques, qui brimaient les uns, qui excluaient les uns au profit d'une petite minorité, c'est clair. Mais, puisque nous voulons aborder l'histoire en passant par la case vérité, c'est ça qui va nous réconcilier, nous Rwandais. Nous ne pouvons pas oublier aussi le rôle des autres, mais reconnaissons d'abord nos responsabilités. Reconnaissons nos responsabilités. Le débat tout outil est inévitable. Ceux qui veulent escamoter, qui disent « Oh non, non, ça n'existe plus, il n'y a pas de carte d'identité », non. Elles ont existé depuis 1932. Ça nous poursuit même quand on ne les a pas physiquement, on n'a pas de carnet avec mention ethnique. Mais il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place par le régime du FPR pour reconnaître qui est qui. Lorsqu'on vous dit que vous êtes un rescapé, vous savez qui vous êtes. L'autre n'est pas rescapé. Et donc, cette problématique existe. Nous ne sommes pas en train de pointer du doigt la responsabilité de qui que ce soit, mais il est évident qu'elle est partagée à toutes les époques d'ailleurs. Pour la période de Monseigneur Classe et de la tutelle belge et des autorités traditionnelles tutsi, rwandaises, il est évident que lorsqu'on va commencer à décortiquer l'histoire de notre pays, on doit aborder tous les aspects. Tous les aspects. Voilà, y compris la responsabilité d'un pays comme la Belgique qui doit assumer des responsabilités. C'est aussi un clin d'œil à la fameuse commission mise en place pour les responsabilités justement de la Belgique dans les 3 pays qu'elle a colonisés. Je ne vais pas conclure, je vais laisser l'abbé Fortunatus conclure. J'ai essayé de vous amener là où vous ne vouliez peut-être pas, mais il fallait absolument qu'on aborde toutes ces questions pour que tout le monde se sente concerné par ce débat. C'est très important. Et pour que finalement la vérité historique soit que la vérité gagne en fait. Qu'on ne dise plus que ceci a eu lieu en 59, alors que c'était 35 ans avant, et qu'on ne dise pas que c'était en 32, alors que c'est en 58, 65, etc. Nous sommes là aussi pour profiter de vos connaissances en tant qu'historien, pour ramener les choses à leur niveau, pour qu'on ne continue pas à fausser notre histoire. À fausser notre histoire, à fausser notre mémoire. Et vraiment, avant de laisser la parole de conclusion à l'abbé Fortunatus, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de participer à ce débat, qui vient compléter d'ailleurs les 3 parties des conférences que justement l'abbé Fortunatus avait données il y a quelques semaines. Je remercie aussi l'abbé Apollinaire qui a apporté une grande contribution à ce débat par sa connaissance de la vie et de l'action de Monseigneur Classe et de leurs implications sur l'histoire de notre pays. Je vais vous passer la parole à tous les deux pour que vous puissiez conclure. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie. En fait, conclure, bon, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Moi aussi, au début, je pensais qu'on allait conclure, mais on a ouvert davantage de portes et de fenêtres. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose. Un seul aspect de ce que Monseigneur Classe a fait peut donner lieu à des approfondissements
très long, mais très bénéfique aussi. Ce n'est pas donc une conclusion, ce n'est qu'un départ. Et comme je l'ai dit au début, moi-même, j'avais l'impression que j'en savais beaucoup sur l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, je ne suis plus de cet avis. J'ai encore plus à apprendre, beaucoup à apprendre. L'histoire réconcilie. L'histoire ne divise pas. Ce qui divise, c'est l'idéologie. Ce qui divise, c'est le mythe, mais l'histoire unit. L'histoire réunit. Ayons le courage d'accepter même ce qui ne nous plaît pas, que nos ancêtres ont fait, que nos amis ont dit. Prenons l'histoire telle qu'elle est, avec ses pages noires, avec ses pages glorieuses. Si elle est acceptée comme ça, elle est réunie, elle est réconciliée, elle est construite. Ça, c'est sûr. Ayons le courage de l'accepter telle qu'elle est. Voilà, c'est une porte ouverte, ce n'est pas une conclusion, c'est intéressant, on pourrait en parler, sans s'ennuyer. C'est ça ma conclusion. C'est une invitation pour une autre partie de débat sur cette question, et je vous remercie, et on le fera. Abbé Apollinaire. Je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir invité. C'est très intéressant de participer à un débat. Moi, comme théologien, Fortunatus, comme historien, et j'aime cette approche qu'il a de grande simplicité pour dire qu'il ne connaît pas beaucoup de choses. Et c'est ça, lorsqu'on commence à approfondir une idée, on découvre qu'il y a beaucoup de choses à approfondir. Moi, ce que j'allais seulement ajouter pour conclure au moins pour cette soirée, c'est que là, il faudrait distinguer l'histoire et l'idéologie. Et puis laisser la mission d'histoire aux historiens. Si tu n'es pas historien, tu ne dis pas je suis chercheur en histoire, mais de quelle université? Donc, être capable de dire je suis humble, je connais quelque chose, mais je ne suis pas spécialiste. Et puis donner la parole aux spécialistes. Alors, si ce sont les spécialistes qui vont parler, ils vont nous faire une histoire réconciliée, parce que l'histoire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire. Il y a la vie. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors, il faut assumer ce qu'on a vécu. Alors, essayer de biaiser les choses pour faire passer une idéologie, ça, ce n'est pas de l'histoire. Et puis, ça nous rejoint après. Maintenant, nous voyons justement comment ça rejoint notre histoire. Alors, et puis, ne pas être esclave du passé. Oui, nul n'est censé vraiment être esclave du passé. Parce que quand tu vis dans le passé, tu fais beaucoup d'accidents. Mais quand tu parles le passé pour t'aider à avancer, alors tu dépasses beaucoup de choses. Là, on peut réconcilier la nation, on peut créer le pays. Mais quand on reste toujours dans le passé, alors tu ne fais que diviser. Parce qu'il y a un nonce qui était ici à Ottawa. Puis une fois, il a dit, quand je regarde mon passé, je ne vois que le trou noir. Bon, on s'est mis à rire parce que c'était un Italien qui parlait un mauvais français. On dit, mais le passé, c'était le trou noir. Bon, c'est pour dire que, mais si on regarde devant, on dit non. Il y a eu des choses, oui, mais nous, on va éviter ça. Parce qu'on devrait se dire, qu'est-ce qu'on dira de nous autres quand nous ne serons plus là? Alors, on essaie de faire le bien pour que, après notre passage, on dise, il a faussé l'histoire. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui se dirigent dans l'Église aujourd'hui du Rwanda, et ceux qui sont dans le pouvoir du Rwanda aujourd'hui. C'est une grande responsabilité de dire qu'est-ce qu'on dira après mon passage. Je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette précision insistante, en fait, parce qu'on connaît quand même aussi des historiens qui ne disent pas toujours la vérité, qui déforment les faits. Justement, c'est ça qui est intéressant. Dans la conférence de l'abbé Fortunatus, il a corrigé les choses. Il a ramené les choses dans leur contexte historique réel. Il ne s'est pas contenté de définir les dates. Non, il a apporté de la documentation. Nous avons ici en Europe surtout, et même au Canada ou ailleurs, des gens qui se
qui se prétendent aujourd'hui, ou qui se présentent comme tels, comme des experts sur le Rwanda, mais qui ignorent les faits, qui n'ont aucune documentation. Et donc, prenons possession de notre histoire. Racontons notre histoire en la documentant sans passion, sans idéologisation, mais disons toute l'histoire. En fait, c'est cette partie-là, le fait de dire la vérité sur le passé historique de notre pays et de notre peuple, c'est ça qui va nous réconcilier. Et dire la vérité, et chacun assume que l'autre a eu aussi des douleurs, que l'autre a un passé qui a été douloureux, qu'il a pu commettre des erreurs, et que finalement, nous ne sommes pas des saints non plus, que nous avons pu commettre des erreurs. Et c'est en regardant le passé, en disant, cette phase n'a pas été correcte, ceci n'a pas été correct, ceci a été bon, c'est en sélectionnant, en choisissant, en filtrant, qu'on va retenir le bon, le meilleur, qui va nous aider à construire l'avenir de notre pays. Moi, c'est comme ça que je conçois la réconciliation par l'histoire, par la mémoire. Parce que lorsqu'on continue à se chamailler sur la mémoire, sur l'histoire, en l'accompagnant de mensonges et de mythes falsifiés, on ne peut pas se réconcilier. Ce sera une guerre permanente. Malheureusement, jusque-là, on n'a fait que ça. Mais je pense que les Rwandais, surtout dans la diaspora rwandaise, sont en train de remettre les choses, je pense, en place pour se parler et pour écrire leur histoire de la façon la plus honnête possible. C'est sur ce que je voudrais encore une fois renouveler mes remerciements et je vous invite, comme d'ailleurs l'abbé Fortunatus l'a suggéré, à continuer ce débat en élargissant éventuellement l'auditoire, en invitant des historiens qui ne pensent pas nécessairement ou qui n'écrivent pas l'histoire de la même façon que nous, pour qu'il y ait un vrai débat, mais constructif, sans jamais regarder à travers le rétroviseur de manière permanente. Parce que lorsqu'on conduit un véhicule, une voiture, avec l'œil braqué sur le rétroviseur, à un moment donné, on fait un accident, comme l'abbé Apollinaire l'a dit. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et vraiment, merci au nom de tous les auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Merci pour vous être prêté à cet exercice. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.